Le journal de 19h sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette édition. Voici les titres. Après une visite d'État de 3 jours en Russie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a regagné Alger ce samedi. Et entre l'Algérie et la Russie, une entente pour l'exploitation de 2 gisements d'hydrocarbures en partenariat avec Gazprom en 2028. Le pays du Cèdre fait face à l'impasse politique après l'échec de désignation d'un président par le Parlement. Alger au rythme du vieux continent à l'occasion du 23e Festival européen de musique et un voyage artistique unique dans plusieurs pays européens. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a regagné Alger ce samedi après avoir effectué une visite d'État de 3 jours en Russie. Pour ce dernier jour du déplacement, Abdelmadjid Tebboune a participé au 26e Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Et la visite du président Tebboune en Russie aura donc permis de renforcer les liens indéfectibles entre Alger et Moscou à travers la signature de la déclaration de coopération stratégique approfondie. Mais au-delà, elle revêt toute une symbolique que Kherdin Batache vous retrace dans ce sujet. Il n'est pas difficile d'invoquer l'histoire lorsqu'il s'agit de parler de profondeur et d'ancrage dans les relations entre l'Algérie et la Russie. La visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune, ses rencontres officielles et l'ensemble des activités qu'il a tenues au pays des Tsars illustrent parfaitement l'imperméabilité des relations bilatérales entre les deux pays amis. Et l'amitié dans les us et coutumes diplomatiques se traduit souvent par des partenariats multidimensionnels. لقد سمحت هذه الفرصة بتوجيه جزيل شكرنا لفخامة الرئيس على دعم روسيا للترشح بلدي للانضمام إلى مجموعة البريكس، واتفقنا على المضي بالعلاقات الجزائرية الروسية إلى المزيد من التعاون، وهو ما يعكس توقيعنا على تصريح الشراكة الاستراتيجية المعمقة التي يشهد على حرصنا المشترك لتكثيف وتوسيع التعاون بما يتماشى مع مستوى علاقاتنا التاريخية التي تمتد إلى أكثر من 60 سنة. Et puisque cette visite revêt un caractère économique et porte en elle l'ambition de promouvoir la coopération bilatérale, il était impératif que l'escale russe du président algérien soit rehaussée par la signature de la déclaration de partenariat stratégique approfondi. Après l'accord de partenariat stratégique conclu en 2001, un pas de plus qui traduit l'intérêt commun à densifier la coopération et jouir mutuellement des bienfaits de l'intégration économique. Le caractère économique de la visite de Abdelmadjid Tebboune en Russie n'était pas un obstacle pour réaffirmer la convergence de vues dans de nombreux dossiers internationaux à dimension multilatérale, à commencer par la crise en Libye, la situation au Sahel et au Mali, ainsi que les mers des causes, la Palestine et le Sahara occidental. لقد تطرقنا بطبيعة الحال كأصدقاء لعلاقات الثنائية في مختلف الميادين وسبل تعزيزها، وتبادلنا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا. وفي هذا الصدد أسجل ارتياحنا لتوافق الرؤى تجاه الملفات التي تناولناها بالحديث، ومنها قضية النزاع في الصحراء الغربية والوضع في منطقة الساحل والقضية الفلسطينية والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. Au terme de ces 3 jours passés en Russie, Abdelmadjid Tebboune aura encore une fois affirmé au travers de cette visite d'État tout le poids de la diplomatie algérienne, elle qui se tient à équidistance avec tous ses partenaires
et qui se nourrit des positions qui font d'elle un pays à la fois pourvoyeur de paix dans le monde et à cheval sur les droits du peuple, puisant sa source du legs historique d'un peuple libre né des entrailles de la lutte. Et le président directeur général du groupe Sonatrach, Tawfiq Hakkar, a annoncé qu'il sera procédé en 2028 à l'exploitation de 2 gisements d'hydrocarbures au sud-est de Hassi Messaoud, en partenariat avec la société russe Gazprom, faisant état d'un investissement d'environ $1 milliard. Annonce faite lors d'un entretien accordé à la chaîne russe RT, diffusé hier soir. Hakkar a fait savoir que le groupe Sonatrach œuvrait avec Gazprom au développement de 2 gisements découverts à Hassi Messaoud à travers l'établissement d'appels d'offres pour le forage et la construction d'usines de traitement du gaz naturel. La relation avec Gazprom, un partenaire de Sonatrach dans le champ de Omlassel, qui est un bloc de recherche et d'exploration. À travers notre collaboration sur la base d'un partenariat concernant 2 importantes découvertes dans cette zone située à 140 km au sud-est de Hassi Messaoud. Nous travaillons actuellement à développer ce partenariat et ces 2 champs à travers le lancement d'appels d'offres pour les forages et la construction d'unités de traitement de gaz naturel. Il est prévu que la production démarre en 2028, car ce plan s'appuie sur le développement de ces 2 champs et demande beaucoup d'efforts. Le coût de cet investissement est d'environ $1 milliard. Un travail colossal attend les 2 parties et la première production est attendue pour 2028. Actualité continentale, les autorités maliennes ont demandé le retrait de l'institution MINUSMA. Pour le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, la mission onusienne a montré ses limites durant sa présence dans le pays. Le point avec Souhila Kilel. Une demande qui en a surpris plus d'un devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, a demandé officiellement le retrait sans délai de la mission des Nations Unies de son pays. La raison invoquée est l'échec de la MINUSMA à répondre aux défis sécuritaires qu'impose la situation au Mali. Nous n'avons d'autre choix que de parvenir aux conclusions objectives du bilan de 10 années de présence de la MINUSMA qui n'a pu apporter des réponses adéquates à la situation sécuritaire au Mali et dont les perspectives de maintien ne répondent pas aux impératifs de sécurité des Maliennes et des Maliens. Le chef de la diplomatie malienne a expliqué que depuis 2013, c'est-à-dire 10 ans d'existence sur le terrain, la MINUSMA a failli dans sa mission, l'accusant d'alimenter les tensions communautaires. Outre la dimension sécuritaire que nous assurons désormais par nos propres moyens, nous attendions légitimement de la MINUSMA qu'elle soit une mission d'assistance et de soutien aux efforts du gouvernement. Malheureusement, la MINUSMA semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali. À l'heure actuelle, pour les autorités maliennes, le départ de la MINUSMA s'impose, car elle constitue désormais le problème et non la solution. Cependant, le Mali reste disposé à coopérer avec les Nations Unies dans cette perspective. De son côté, le chef de la mission de l'ONU au Mali, El Ghassimouane, estime que le renouvellement ou non du mandat de la MINUSMA est une décision qui doit être prise par le Conseil de sécurité. Mali toujours, le pays se prépare pour le référendum sur la nouvelle constitution présentée par les autorités de transition. Un nouveau projet constitutionnel axé sur le renforcement des pouvoirs du président et la création du Sénat en plus de l'Assemblée nationale existante, ainsi qu'une Cour des comptes chargée du contrôle des finances publiques. La liste des membres du projet de finalisation de la nouvelle constitution ne fait pas l'unanimité. C'est à travers un décret qu'une 60aine de personnalités de tous bords, classes politiques, sociétés civiles et des syndicats ont été nommés par les autorités de transition. Le représentant de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a affirmé que l'Algérie continuerait à défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.
C'était lors d'une allocution du diplomate algérien durant les travaux du comité onusien de décolonisation à New York. Devant la persistance du blocage qui empêche la résolution du dossier sahraoui à cause des entraves imposées par le régime marocain, sans oublier l'échec de la MINURSO à organiser un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, les participants au forum lancent un appel urgent à l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, M. Staffan de Mistura, pour la relance du processus de paix sans plus attendre. Les participants appellent à mettre la lumière sur le sort de 651 disparus ainsi que la démolition du mur marocain qui divise le Sahara occidental en deux. Les participants expriment leur gratitude à l'Algérie pour sa position inchangée, inflexible, envers les causes justes et à leur tête la cause sahraoui. Actualité continentale, toujours au moins 38 enfants ont été tués dans une attaque terroriste contre une école dans l'ouest de l'Ouganda, a déclaré ce samedi le porte-parole de la police nationale, qui pointe la responsabilité des combattants de la milice des forces démocratiques alliées. L'armée et la police ont poursuivi les assaillants en direction du parc national des Virunga, situé à l'autre côté de la frontière en RDC. Selon des sources policières, jusqu'à présent, 25 corps ont été récupérés dans l'école et transférés à l'hôpital de Bewera. Et au Soudan, depuis le 15 avril dernier, le pays fait face à des affrontements continus entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise, en dépit de plusieurs tentatives de cesser le feu. Et devant une situation humanitaire désastreuse, les civils fuient plusieurs régions, notamment Khartoum et Darfour. Récit de Khadija Hadaoui. La capitale soudanaise, Khartoum, a été ce samedi matin encore le théâtre de violents affrontements entre l'armée du pays et les forces de soutien rapide. Bombardements, bruits de canons et autres armes ont hanté les murs de la ville tout au long de la première partie de la journée. Selon le syndicat des médecins soudanais, quelques 17 civils ont perdu la vie durant ces affrontements, parmi lesquels 5 enfants. D'autres régions du pays sont également sous haute tension, notamment le Darfour, qui connaît depuis le début de ce conflit armé de violents combats. D'ailleurs, la communauté internationale semble particulièrement préoccupée par la situation humanitaire dans cette région du Soudan. Et l'assassinat du gouverneur du Darfour Ouest, Khamis Abdallah Abakar, inquiète davantage. Les États-Unis et les Nations Unies ont condamné jeudi et vendredi l'assassinat de Khamis Abdallah Abakar, accusant les forces de soutien rapide d'être à l'origine. Des accusations qui rejoignent celles de l'armée du pays. Pour rappel, mercredi, l'armée du pays a également condamné cet assassinat, le qualifiant de barbare. Depuis le 15 avril, les craintes d'un enlisement du conflit inquiètent la communauté internationale, notamment l'IGAD. Je n'ai aucun doute, le développement de toute notre région et sa croissance dépend maintenant de la situation au Soudan. En ma qualité de représentant de l'IGAD, je suis attaché au principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays, comme préconisé par notre organisation. Il faut privilégier le dialogue pour parvenir à une paix durable et à la stabilité de toute la région. Pour rappel, les violences ont fait plus de 2000 morts selon le dernier bilan des ONG, plus de 2,2 millions de déplacés selon l'Organisation internationale pour les migrations. L'organisation onusienne précise que quelques 500 000 réfugiés sont arrivés dans les pays voisins. Dans le cadre du rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, le chef de la diplomatie saoudienne est en déplacement à Téhéran pour rencontrer son homologue iranien en vue de la réouverture de l'ambassade saoudienne en Iran. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Prince Faisal Ben Farhan, s'est entretenu avec son homologue iranien, Hussein Amir Abdulhayan, avant une conférence de presse dans la capitale iranienne. Nous vous le disions en titre, le Liban s'enlise dans la crise. Après la vacance du pouvoir qui perdure depuis 7 mois, le pays du Cèdre fait face à une crise économique et financière aiguë. Paris et Riyad appellent à une sortie de crise dans les meilleurs délais. Les détails avec Safouane Ben Sabri.
Le Liban peine à trouver une sortie de crise malgré plusieurs tentatives de mettre fin à la vacance du pouvoir. Le Parlement a échoué à élire un nouveau président mercredi 14 juin. Voilà maintenant 7 mois que le pays se trouve sans chef d'État, alors qu'il est confronté à une grave crise économique et financière. Le pays du Cèdre est en proie à un effondrement de son système bancaire. Les scènes de Libanais s'en prenant à leur banque pour récupérer leur argent se multiplient. En outre, la chute vertigineuse de la livre libanaise a provoqué une inflation explosive, 366% en l'espace d'une année. $1 vaut désormais 100 000 livres. J'ai 2 millions de dollars déposés à la banque, ok? Ma femme a un cancer et je ne peux pas payer son traitement. Ils veulent retirer 2400 $ de mon compte et me donner 20 millions de livres libanaises en retour, ce qui signifie moins de 200 $. Comment cela est-il légal et correct? Le scénario d'un effondrement général du pays le plongeant dans une nouvelle guerre civile n'est pas écarté. La situation inquiète à l'étranger, le pays étant depuis sa fondation un terrain d'influence des puissances régionales et internationales. La France, particulièrement impliquée au Liban et ce depuis la création même du pays, était en faveur de l'élection de Sleiman Frangier lors des dernières élections, sans succès. Depuis Paris, Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman ont appelé à la fin de la vacance du pouvoir. Le gouvernement libanais est actuellement dirigé par un gouvernement démissionnaire au pouvoir restreint. L'impasse au Liban reste de mise. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, reprend ses activités en Cisjordanie. Selon le commissaire de l'agence onusienne, Philippe Lazzarini, l'UNRWA a repris ses services au profit des populations réfugiées. Auparavant, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que l'UNRWA était au bord de l'effondrement financier, appelant les pays donateurs à assumer leurs responsabilités et à aider l'agence à remplir son mandat à l'égard des réfugiés palestiniens. Et que culture, avant de clore cette édition avec le festival de musique européenne qui se tient en Algérie, en ce moment même à Alger pour la 23e édition. Imen Merad nous emmène dans cette ouverture. La 23e édition du Festival européen de musique a ouvert ses portes jeudi soir à Alger avec un surprenant spectacle conduit par le duo féminin algéro-suédois Kerima Nate et Lena Johnson, ainsi que l'artiste algérien Sofiane Saïdi, dit le prince du rail 2.0. Les artistes ont embarqué le public dans un voyage musical unique en son genre. Transmettre, c'est un message universel. C'est par rapport à la femme et son pouvoir, sa présence ici dans un pays, que ce soit en Algérie, que ce soit dans le monde arabe ou dans le monde occidental. L'Algérie, c'est ma maman. L'Algérie, n'habek, l'Algérie 1, 2, 3, vive l'Algérie. C'était vraiment amusant, j'étais vraiment impatiente de faire ce voyage pour avoir l'occasion de jouer avec Karima et Youssef et les amis suédois. C'était comme un rêve que d'écouter la musique de Karima et ses paroles et musiques étaient simplement merveilleuses. En somme, nous avons tous réussi à être en groupe et à jouer de la musique ensemble. En duo acoustique ouvert sur le folk suédois et la world music, Kerima Nate et Lena Johnson ont proposé un programme spécialement concocté pour cet événement qui a vraisemblablement conquis le public. Entre instrumentaux tirés du patrimoine traditionnel suédois, interprétés par Lena Johnson, et Kerima Nate illustrant ses chansons avec des danses contemporaines typiquement locales, les deux artistes ont réussi à harmoniser leurs deux cultures respectives et donner naissance à un spectacle époustouflant. Je m'appelle Tima, je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui. C'est la première fois que j'assiste à un événement comme celui-ci et c'est fantastique. C'est tout. Sofiane Saïdi, de son côté, a présenté une stupéfiante prestation avec du son lourd monté sur un support rythmique dansant, provoquant d'emblée la sympathie du public. Organisé au Théâtre national Mahidine Bechtarzi, le 23e Festival européen de musique se poursuit jusqu'au 21 juin, un rendez-vous culturel qui connaît depuis plusieurs années un franc succès.
C'est avec la culture qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.